Il y a des histoires qui marquent, qui nous touchent profondément, parce qu'elles révèlent la vérité sur ce monde parfois injuste. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'un homme puissant, riche, entouré de luxe, mais qui a tout perdu à cause d'un choix simple, ignorer ce qui est juste. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un procès, c'est une leçon de vie sur l'orgueil, la justice et la dignité. Elle nous rappelle que peu importe notre âge ou notre situation, nous avons tous une force intérieure, capable de reconnaître ce qui est bien et de défendre ceux qui n'ont plus de voix. Si vous êtes ici, c'est que vous avez ce regard curieux, ce cœur éveillé qui ne se résigne pas à l'injustice. C'est pourquoi je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin. Cette vidéo a été pensée pour vous, qui avez déjà tant vécu et qui savez combien la vérité est précieuse. Ensemble, nous allons suivre pas à pas le destin d'un homme que ni l'argent ni l'arrogance n'ont pu sauver de sa chute. Et si vous ne voulez rien perdre des prochaines histoires puissantes comme celle-ci, cliquez juste en dessous sur le bouton « S'inscrire ». Cela vous permet de recevoir d'autres récits inspirants et des conseils précieux pour votre bien-être, votre santé et votre esprit. Je vous encourage aussi à participer avec nous. Écrivez dans les commentaires un mot qui vous touche, par exemple « justice », ou dites-nous ce que cette histoire vous fait ressentir. Et si ce récit vous parle, pensez à le partager avec quelqu'un que vous aimez. Cela pourrait bien l'inspirer aussi. Restez avec nous jusqu'au bout, car à la fin de cette vidéo, je partagerai une réflexion importante, une petite lumière, pour tous ceux qui, comme vous, savent que la justice ne devrait jamais être un privilège, mais un. Le tribunal était rempli d'un silence lourd, presque sacré. Chaque personne présente semblait retenir son souffle, comme si le moindre son pouvait troubler l'équilibre fragile de ce moment. Assis sur le banc des accusés, l'homme autrefois intouchable paraissait bien différent. Plus de costume, sur mesure, plus de sourire confiant, seulement un visage fatigué, vieilli par l'attente et la peur du verdict. Autour de lui, les avocats échangeaient des regards tendus. Le juge, impassible, feuilletait les documents d'un air concentré. Ce procès n'était pas comme les autres. Ce n'était pas simplement une affaire de chiffres, de contrats ou de lois froides. C'était une affaire d'humanité, de vérité, de respect bafoué. La plaignante, une femme au regard digne et blessé, raconta son histoire avec une force admirable. Chaque mot sortait de sa bouche comme un acte de courage. Elle ne cherchait pas à se venger, elle voulait seulement que la vérité soit reconnue, qu'on entende enfin sa voix, longtemps ignorée, longtemps réduite au silence. Dans la salle, certains baissaient les yeux, touchés, d'autres froncèrent les sourcils, surpris d'une réalité qu'ils avaient préféré ignorer. Ce qui se jouait là, ce n'était pas seulement le sort d'un homme puissant, c'était une démonstration éclatante de ce que signifie vraiment la justice. Une justice qui ne dépend pas du pouvoir ni de l'argent, mais du courage de ceux qui osent parler, même quand tout semble contre eux. Pour beaucoup, ce procès devenait un symbole, un rappel que même ceux qui ont tout peuvent être appelés à répondre de leurs actes, et que parfois, il suffit d'une seule voix, d'un seul témoignage sincère pour ébranler les murs les plus solides du silence. Pendant que les témoignages se succédaient, un frisson parcourait la salle. Ce n'était plus un simple événement juridique, c'était un moment de vérité, un miroir tendu à chacun pour réfléchir à ce que nous acceptons, à ce que nous tolérons et à ce que nous choisissons de défendre. Quand les premières informations sur le procès commencèrent à circuler dans les médias, l'opinion publique fut bouleversée. Les réseaux sociaux, les journaux et les chaînes de télévision s'enflammèrent. Certains exprimaient leur indignation, d'autres leur soutien à la victime, et il y avait aussi ceux qui préféraient détourner le regard, incapables d'affronter une réalité aussi crue. Mais une chose était certaine, plus personne ne et pouvait prétendre ne pas savoir. Les témoignages entendus pendant l'audience avaient touché quelque chose de profond dans le cœur des gens. Des souvenirs enfouis ressurgissaient chez certains.
Des histoires longtemps tues commençaient à être racontées. C'était comme si le silence d'une seule femme avait libéré la parole de milliers d'autres. Dans les cafés, dans les salons, dans les parcs, on en parlait avec émotion, parfois avec colère, souvent avec un mélange de tristesse et d'espoir. Les proches de l'accusé, eux, semblaient divisés. Certains continuaient de le défendre, persuadés qu'il ne pouvait pas avoir commis de tels actes. D'autres, en revanche, commençaient à douter, à regarder avec de nouveaux yeux celui qu'ils croyaient connaître. L'homme n'était plus seulement un père, un collègue ou un ami. Il était devenu un symbole, malgré lui, d'un système qui avait trop longtemps protégé les mauvaises personnes. Du côté de la victime, l'élan de solidarité fut immense. Des lettres de soutien, des messages d'inconnus, des témoignages de femmes et d'hommes qui, pour la première fois, trouvaient le courage de dire « moi aussi ». Elle n'était plus seule. Et dans cette reconnaissance collective, elle puisait une force nouvelle, une paix timide mais réelle. Les médias, eux aussi, jouèrent un rôle décisif. Pour une fois, la lumière ne s'attardait pas uniquement sur le scandale, mais aussi sur la dignité, la résilience et la nécessité d'un changement. Ce procès devenait une loupe sur des blessures invisibles, trop longtemps ignorées. Et pendant que le monde réagissait, la justice, elle, poursuivait son chemin. Silencieuse, rigoureuse, implacable. Ce tumulte extérieur ne pouvait pas influencer le verdict, mais il montrait une chose essentielle. La société était prête à écouter, à voir, et peut-être, enfin, à évoluer. Pendant les longues journées d'audience, il y avait des moments où le silence parlait plus fort que n'importe quelle déclaration. Des regards fuyants, des hésitations dans la voix, des pauses trop longues entre les mots. Tous ces petits gestes trahissaient une vérité plus vaste, plus profonde. Ce n'était pas seulement l'histoire d'un crime jugé au tribunal. C'était le récit de tant d'autres douleurs enfouies, de tant de silences imposés ou choisis pour survivre. Dans la salle, chaque mot prononcé par la victime semblait creuser une brèche dans les murs épais de l'indifférence. Mais ce qui bouleversait le plus, c'était ce qu'elle ne disait pas. Ce qu'on devinait dans ses silences, dans les tremblements de ses mains, dans les larmes qu'elle retenait avec dignité. Elle n'avait pas besoin d'en faire trop. Sa vérité existait même dans les non-dits. Ces silences résonnaient aussi chez ceux qui écoutaient. Certains membres du public, parfois des femmes âgées, assises au fond de la salle, se serraient les mains comme si elles comprenaient exactement ce que cette jeune femme ressentait. Car elles aussi, peut-être, avaient et connu cette peur, cette honte, cette solitude. Le silence de l'une réveillait la mémoire des autres. Le juge, lui-même, semblait touché, non pas parce qu'il sortait de son rôle, mais parce qu'il prenait le temps d'écouter avec attention, de peser chaque mot, chaque absence de mots. Il savait que la vérité n'est pas toujours dans les cris, mais souvent dans ce que l'on n'ose pas dire. Le silence de l'accusé, en revanche, était d'un autre genre. Un silence lourd, figé, parfois arrogant. Il parlait peu, évitait de croiser les regards. Ce mutisme, loin de le protéger, semblait creuser un fossé de plus en plus profond entre lui et ceux qui avaient cru en lui. Dans ce vide, chacun projetait ses propres doutes, ses propres peurs, et au milieu de tous ces silences, la société, elle aussi, commençait à parler. Ce procès ouvrait une porte, on se mettait à questionner, à observer autrement, à se demander combien d'histoires n'avaient jamais été racontées, et pourquoi. Car parfois, le vrai courage, ce n'est pas seulement de briser le silence, c'est d'accepter d'écouter ce qu'il a à dire. Quand les jours passaient et que les témoignages s'enchaînaient, une impression troublante s'installait dans l'air du tribunal. Ce n'était plus seulement un procès pour comprendre les faits, mais une plongée profonde dans une réalité que beaucoup auraient préféré ignorer. La vérité, cette vérité nue, sans artifice, commençait à se dessiner sous les yeux de tous, et elle dérangeait. Certains murmuraient que la victime exagérait. D'autres, au contraire, trouvaient qu'elle avait été trop discrète, trop réservée. Les jugements fusaient dans les couloirs, parfois même dans les regards, mais la vérité, elle, ne se pliait pas à l'opinion des autres.
Elle avançait lentement, avec gravité, portée par la voix de celle qui avait trop longtemps été réduite au silence. Ce qui dérangeait, ce n'était pas seulement les faits racontés, c'était l'image que ce récit renvoyait de la société. Une image inconfortable, celle d'un monde qui trop souvent détourne les yeux, minimise, banalise. L'agresseur n'était pas un inconnu dans l'ombre. C'était un visage familier, un jeune homme apprécié, respecté même, dans certains cercles. Et c'est là que résidait le malaise, dans cette contradiction entre ce que l'on croit savoir des gens et ce qu'ils peuvent vraiment faire. Pour beaucoup, cette prise de conscience était violente. Elle venait bousculer les certitudes, fissurer les façades bien construites. Certains préféraient continuer à douter de la parole de la victime, parce qu'il était plus facile de croire qu'elle mentait que d'accepter que la violence pouvait venir de quelqu'un d'aussi normal. Mais à travers chaque mot posé, chaque émotion retenue, la jeune femme imposait sa vérité, non pas comme une vengeance, mais comme une nécessité. Elle n'avait plus peur de déranger. Elle comprenait maintenant que parfois, il faut secouer les fondations pour reconstruire sur quelque chose de vrai. Ce chapitre du procès fut le plus inconfortable, mais aussi le plus révélateur. Car il ne s'agissait plus seulement d'un cas isolé, il révélait un système, des habitudes, un silence collectif. Ce n'était pas uniquement la vérité d'une victime, c'était celle d'une époque, d'un monde qui commençait tout juste à ouvrir les yeux, et ceux qui écoutaient, même les plus sceptiques, ne pouvaient plus faire semblant de ne pas voir. Ce que cette jeune femme disait à travers sa présence, sa force tranquille, c'est que la vérité ne demande pas la permission pour exister. Elle dérange, elle bouleverse, mais surtout, elle libère. Dans la salle d'audience, un silence particulier s'était installé. Ce n'était pas un silence de respect ou d'attente, c'était un silence lourd, presque oppressant, celui qui suit les vérités trop dures à entendre, celui qui tombe quand il n'y a plus de mots, parce que ce qu'on a entendu a fissuré quelque chose de profond. Ce silence-là, la jeune femme l'avait connu toute sa vie. Depuis les premiers gestes, les premières paroles qui l'avaient blessée, elle avait appris à se taire, par peur de ne pas être crue, par honte aussi, même si elle n'avait rien fait de mal. Et puis il y avait ce doute. Et si c'était moi le problème? Un doute que beaucoup imposent aux victimes, parfois sans même s'en rendre compte. Le silence s'était transformé en compagnon quotidien. Il était là au petit déjeuner, quand elle regardait sa famille, sans jamais trouver le courage de leur dire ce qu'elle vivait. Il était là à l'école, quand les regards fuyaient, quand les moqueries dissimulaient l'ignorance. Et il était là, plus que jamais, lorsqu'elle croisait son agresseur dans les couloirs, avec ce sourire en coin qui semblait dire « Personne ne te croira ». Mais aujourd'hui, ce silence changeait de visage. Il n'était plus celui de la peur, mais celui de l'écoute. Dans cette salle, les gens se taisaient non pas pour ignorer, mais pour entendre, pour comprendre. Et même si tous ne le montraient pas, beaucoup, en secret, ressentaient un pincement au cœur. Parce qu'ils se souvenaient peut-être d'un regard évité, d'une voix tremblante qu'ils n'avaient pas pris le temps d'interroger. Ce chapitre du procès n'était pas fait de cris, ni d'accusations. Il était tissé d'aveux calmes, d'un ton posé mais ferme. Et c'est cela qui le rendait si puissant. Car la jeune femme ne cherchait pas à choquer. Elle voulait seulement qu'on sache. Que le silence qui l'avait enfermée pendant si longtemps serve enfin à quelque chose, à faire réfléchir, à éveiller les consciences. Ce poids qu'elle portait seule depuis tant d'années devenait peu à peu un fardeau partagé. Et ce partage, aussi discret soit-il, commençait à briser les chaînes de son isolement. Le silence, parfois, est plus fort que n'importe quel cri. Mais il faut avoir le courage de l'écouter. Aujourd'hui, dans cette salle, pour la première fois depuis longtemps, on écoutait vraiment.